Le Quercy, ravagé par la peste noire, passe à la couronne d'Angleterre en 1360, à l'occasion du traité de Brétigny signé par Édouard III, roi d'Angleterre, et Charles V. La région est reconquise 15 ans plus tard par la troupe de Bertrand du Guesclin. À Cahors, le pont Valentré, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, constitue un exemple remarquable de fortification médiévale. Construit au XIVe siècle, le pont de 138 mètres de long est flanqué d'avant-becs crénelés et de 3 tours dominant le Lot de 40 mètres de haut. L'ensemble dissuasif ne sera jamais attaqué. De nombreux autres vestiges du passé défensif de la ville sont encore visibles aujourd'hui. Il s'agissait à l'époque de protéger le commerce du blé, de la farine, du bétail et du vin qui faisaient la richesse de la cité. Valérie Noyer est guide conférencière au service du patrimoine de Cahors. D'où viennent les richesses qui conduisent à l'opulence de la ville au Moyen-Âge? D'abord, elles ont une assise dans le commerce. L'élite des marchands de Cahors, on les appelle les Cahorsains, vont très rapidement implanter des comptoirs loin des murs de la ville. Dans tous les lieux où au Moyen-Âge il faut être, si on veut être un marchand prospère d'envergure internationale. Londres, les Flandres, les ports comme La Rochelle et Bordeaux inévitablement, les grandes foires proches de Paris, Provins, les foires de Champagne. Quand on est un marchand d'ampleur internationale, on est un brasseur d'affaires et donc inévitablement on devient aussi plus ou moins un financier. Surtout que ceux de Cahors avaient été à bonne école. Des financiers italiens, des Lombards, s'étaient d'abord installés dans la ville. Cette ville est la ville depuis laquelle on va financer la croisade contre les Albigeois. La guerre contre les Cathares? C'est ça même. Et du coup, des financiers italiens, des Lombards, vont venir s'établir dans cette ville. Et vont former, en fait, les marchands locaux aux arcanes de la finance. Et comme ils ne sont pas plus bêtes que les autres, ils vont apprendre extrêmement vite. Les nombreuses bâtisses médiévales dont le rez-de-chaussée servait de boutique témoignent de l'intense activité marchande de l'époque. La pierre de Cahors est utilisée pour les murs porteurs, mais la brique rouge, apparente, devient l'élément prédominant du décor cadurcien. Elle permet de construire rapidement les boutiques. La pierre de Cahors est utilisée pour les murs porteurs, mais la brique rouge, apparente, devient l'élément prédominant du décor cadurcien. Elle permet de construire rapidement les boutiques de la ville. Valérie, j'ai entendu dire que le marché de Cahors se tenait sans discontinu depuis le XIVe siècle. C'est une vérité historique, ça? Ben oui, l'histoire c'est les textes. Et en 1307, on a un texte qui nous dit qu'il y a ici, devant la cathédrale, une petite place, Plaça do Mercat, c'est en occitan, la place du marché. Mais voilà, depuis 1307, c'est ici que se tient le marché de Cahors. Et on y trouve quoi de particulier sur ce marché? Ben, par exemple, on y trouve les boutiques des bouchers. Ça, c'est important? C'est assez important. Je vous donne un chiffre. 1315, cette année-là, on dénombre 58 boucheries dans la ville de Cahors. C'est énorme, c'est beaucoup plus qu'aujourd'hui. On mange énormément de viande. Et comment se fait-il qu'il y ait autant de... De mangeurs de viande? Ouais. C'est parce que la consommation de viande, c'est un marqueur social. Ça assoit aussi la bourgeoisie dans sa puissance. C'est une forme d'apparat. Et la place du marché elle-même, est-ce qu'elle a un sens symbolique par rapport au pouvoir? Alors, énormément. Elle est devant la cathédrale. Et comme l'évêque est aussi le comte de Cahors, c'est à la fois le centre du pouvoir spirituel et du pouvoir politique. La cathédrale Saint-Étienne est à l'origine construite comme une église forteresse, car le diocèse de Cahors constituait un enjeu stratégique pour le duché d'Aquitaine et la maison de Toulouse. On parle beaucoup des évêques de Cahors. Quel rôle ont-ils joué dans le développement de la ville au Moyen-Âge? Une influence majeure, ce sont les chefs du diocèse, donc ce sont les grands seigneurs spirituels, mais en plus, le comte de Toulouse va donner aux évêques de Cahors le titre de comte de Cahors. Donc ça signifie qu'ils deviennent aussi des seigneurs féodaux. Il faut les imaginer également avec le glaive aux côtés, comte, évêque. Il y a aussi un pape qui vient de Cahors. Oui. Ça joue un rôle dans le développement de la ville? Un rôle majeur.
un fils de Cahors, un fils de banquier, va devenir le second pape à Avignon sous le nom de Jean XXII. Et évidemment, ça va totalement bouleverser le destin de cette cité. L'élite de la ville va entrer dans l'administration pontificale et ça va donner un rayonnement majeur à cette ville. Mais au-delà, ce même pape va créer dans sa ville natale une université. Il y a une université à la Sorbonne à ce moment-là, il y en a une à Toulouse, une à Montpellier, mais malgré tout, il y a fort peu d'universités médiévales. Et ça bouleverse le destin de cette ville parce que nous entrons dans le cercle restreint des capitales intellectuelles. Au Moyen-Âge, des grands bourgeois de Cahors font construire 6 imposantes fermes fortifiées sur les bords du Lot. Elles portent le nom de Bories. Depuis 30 ans, Christian Schmitter, ébéniste passionné d'architecture, restaure la Borie de Savagnac. On utilise le terme de Borie dans la région. Qu'est-ce que ça désigne exactement? C'était une exploitation agricole. Deuxième point, c'était une maison à la campagne avec une architecture urbaine. Et la troisième fonction, c'était la fortification pour protéger les résultats de l'exploitation agricole. Et c'est la propriété nécessairement d'un homme riche? C'est forcément la propriété d'un homme très riche, ici en l'occurrence Géraud de Savagnac, qui était juriste et consul à Cahors, avec une puissance économique peut-être inimaginable pour nous actuellement. Donc ce type de maison renvoie à l'époque prospère de Cahors et de la vallée du Lot? Tout à fait. Ici, on voit la richesse des décors, notamment quand on voit les matériaux employés, la brique, typiquement pour la construction urbaine à Cahors, à la fois la pierre de taille, des gros moellons pour le donjon et du grès, matériaux qui n'existait pas ici sur place, qu'il fallait faire venir de très loin. Donc c'était très très difficile pour transporter des blocs de grès de cette taille-là. C'est un bâtiment qui a une dimension défensive. C'est pas flagrant aujourd'hui? Il n'y avait pas de fenêtre en partie basse. C'était déjà en soi une fortification. Le Lot, c'était une barrière naturelle. On pouvait facilement défendre. Bien sûr, quand on voit les murs de 1,50 m d'épaisseur, on peut imaginer qu'est-ce que ça a dû être à cette époque-là. Si on a une fois mis un pied dans un Moyen-Âge comme ça, on ne le sort plus aussi facilement parce que c'est un travail de toute une vie, de restaurer une bâtisse pareille. Au Moyen-Âge, la plupart des habitants de Cahors possédaient des vignes. Une partie du vin était consommée localement, l'autre... Il y avait éventuellement des vignes sauvages qui étaient faites pour faire des vins de mauvaise qualité ou des eaux de vie, mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'a fait la réputation du Cahors. Et la guerre de Cent Ans, elle a eu une influence sur ce vignoble? Chaque fois qu'il y a un conflit, il y a destruction, il y a des misères. D'ailleurs, il y a des vieux écrits qui existent où on interrompait les batailles pour pouvoir aller vendanger. Et après, comme on dit vulgairement, on se refoutait sur la figure. Donc voilà, donc c'est des périodes qui existaient, pendant lesquelles, en fait, il y avait pas la sécurité, donc les gens ne pouvaient pas travailler dans de bonnes conditions, et par conséquent, ils abandonnaient la culture, et la culture était livrée à redevenir sauvage, ou du moins pas entretenue. Et le cépage, on l'a conservé? Celui qui est aujourd'hui là? Alors le cépage, c'était du Malbec. Déjà à l'époque, on l'appelait auxerrois, de la famille des auxerrois. On va l'appeler scientifiquement... Dans la famille des cotoïdes, on va l'appeler scientifiquement côte au XXe siècle, au début du XXe siècle. Mais avant, c'était surtout du Malbec. Et le Cahors, à l'époque, il a déjà sa réputation? Cette réputation existe.
Il est d'abord, je pense, surtout vin de coupage, mais il est aussi réputé à l'époque, et celui qui va un peu le mieux le glorifier, c'est Clément Marot, qui a été poète en Quercy et qui a écrit, comme au temps du bon roi et du franc tout en or, ma vigne est d'Auxerrois et mon vin de Cahors. La commercialisation du vin de Cahors a longtemps été limitée. Le transport à dos de mulet était peu sûr et la navigation sur le Lot impossible certains mois de l'année. Il a fallu aménager cette rivière indisciplinée. Historien médiéviste, Patrick Foissac est président de la Société des études du Lot. On a là donc un cours qui n'a jamais été vraiment aménagé. C'est encore un peu l'aspect de la rivière sauvage telle qu'elle était au Moyen-Âge, avant qu'elle soit régulée. C'est à la fois dangereux en période de hautes eaux, parce qu'il y a un enrochement important. Et ensuite, le deuxième inconvénient, c'est qu'en période, c'est un tout petit peu le cas aujourd'hui, en période d'étiage, donc là, les bateaux ne pouvaient plus carrément circuler. Donc l'été, le Lot s'asséchait, donc toute navigation était rendue impossible. Et lorsque les eaux remontaient, donc on est dans un endroit, à cause du relief, donc beaucoup d'éboulements. Et là, avec la force du courant, on a évidemment des risques pour la navigation de heurter donc des rochers. Et il y a des victimes comme ça régulièrement au cours de l'histoire. Albas, la résidence des évêques de Cahors jusqu'au XVIIe siècle, village stratégique sur le Lot, fut à la fois une place forte et un port. Dès le Moyen-Âge, des aménagements sont envisagés sur la rivière, sur le Lot. Quels sont-ils ? Oui, alors on a des actes anciens, donc le plus ancien date de 1368 et qui est donc un texte d'Édouard, fils aîné du roi d'Angleterre, qui en fait est Édouard, donc alors avec une titulature très auguste, un fils du roi d'Angleterre, prince d'Aquitaine et de Galles, duc de Cornouailles, comte de Cester, voilà, comte de Cester, seigneur de Biscaye, de Castro d'Ordel, ça c'est en Espagne, voilà, et qui donc enjoint à son maître des eaux et forêts de répondre à l'appel des consuls de Cahors, puisque Cahors vient de passer sous domination anglaise pendant la guerre de Cent-Anne, après le traité de Bretigny, et de participer aux travaux qui consistent à briser ces fameux rochers qui obstruent donc les chenaux de la rivière, voilà, entre Cahors donc, et la Genée. Ensuite, évidemment, le problème qui n'est pas résolu, qui n'est pas totalement résolu, c'est celui de ce qu'on appelle en Quercy les plessières. Alors en vieux français, on dit les passelis, c'est-à-dire ces chaussées, donc ces digues qui obstruent la rivière et qui permettent donc de capter l'énergie de la rivière pour les moulins. Il y a une concurrence entre les professions, entre ceux qui veulent naviguer et ceux qui tout à fait. font Donc tourner c'est ce conflit roues. que Jean Lartigot avait baptisé le conflit entre les nomades et les sédentaires de la rivière. Les sédentaires, donc les meuniers, voulant garder un maximum de force motrice de la rivière, et évidemment ce conflit avec les bateliers qui, eux, veulent un passage le plus large possible pour leurs bateaux. À partir du Xe siècle, près des 2/3 des 470 km du Lot sont navigables et permettent d'atteindre la Garonne. Quel type de marchandises étaient transportées sur le Lot ? Alors en amont de Cahors, vers ce qu'on appelait au Moyen-Âge le Haut-Pays, alors actuellement donc, le département de l'Aveyron et la province d'Auvergne, la région d'Auvergne. Donc il y avait un trafic qui consistait donc, pour ces rouergas, ces Aveyronnais, on va dire, d'aller donc à Cahors, dans le bas pays, chercher du blé. Et alors en aval, le trafic, lui, consiste à exporter le vin noir donc vers Bordeaux. Les gabarres, les bateaux qui remontent de Bordeaux, oui. Elles ne remontent pas à la ville. Alors, non, justement, on a des cas signalés de bateliers qui préféraient carrément détruire leur bateau, revendre le bois et puis reconstruire et repartir donc à la descente. Voilà, ce trafic de remontée était vraiment très difficile, était toujours très difficile. Pendant longtemps, dans la vallée du Lot, la vie économique dépend de la rivière. Mais la batellerie régresse à partir du 19e siècle avec l'arrivée du chemin de fer et la destruction des vignes par le phylloxéra. Au cours des années 1990, le Lot retrouve son animation. Pour la navigation de tourisme, certaines écluses sont restaurées et d'autres construites. Impeccable. Allez, aux avirons.
Jean-Marc Rayet est un amoureux du Lot. Avec des amis, il a créé l'association Oltis. Ensemble, ils ont construit une gabarre pour faire renaître la tradition batelière. Ok, voilà. Ah, c'est un peu comme une galère en fait. C'est un peu comme une galère, oui. Mais c'est super lourd à manœuvrer, non? Bah, c'est-à-dire que les avirons sont prévus pour remuer une barre qui fait 2,5 tonnes. Alors même si elle n'a pas beaucoup de tirant d'eau, il faut quand même la remuer. On peut affaler? On y va, on affale. Ouais, allez, on va affaler. On a un peu de vent, peut-être qu'on va pouvoir mettre la voile. Voilà. Ok. Jean-Marc, est-ce qu'on a une idée du type de bateau qui circulait sur le Lot? Trafic intense, il y avait toute une activité liée à la batellerie sur les rives, avec des auberges, avec des hôtelleries, avec des mariniers, etc. Il y avait les bacs qui passaient d'une rive à l'autre, parce qu'il n'y avait pas de pont à l'époque. Donc il y avait vraiment une vie très intense sur les bords de la rivière et sur la rivière, quoi. Certainement, à une époque, simultanément, des centaines de bateaux qui circulaient. On ne passait pas 10 minutes au bord de la rivière sans voir passer une, deux ou trois gabarres qui remontaient, qui descendaient. Après, ce que je voudrais, c'est que les gens de la rivière, en fait, les gens de la vallée, se réapproprient un peu ce patrimoine.